cette donnée issue de la base de données Agribalis, dont on en parlait durant ces matinales. Agribalis, qui est une base de données qui donne un score environnemental des différents produits mis sur le marché, qui compile en fait les différents impacts environnementaux sous la forme d'un indicateur, là, 1,47 pour la côte de porc crue, et détaille l'indicateur changement climatique. Et là, on est à 9,5 kg de CO2 par kilo de côte de porc crue, à comparer aux chiffres qu'a cité Sandrine Espagnol de 2,73 kg de carbone par kilo de viande vive. Oui. Et ce que donne aussi comme information cette base de données, c'est la répartition de cet impact sur l'ensemble du cycle de vie. Alors là, ce n'est pas juste le changement climatique, hein, c'est bien le score, mais c'est à peu près égal puisque le changement climatique a une forte représentation dans ce score-là, et on est à 75% sur l'amont, 15 ou 16% sur la transformation, et le reste, c'est assez marginal. Donc c'est bien sur ces deux secteurs-là qu'il faut se focaliser, et bien plus sur l'amont, avec dans cette partie agriculture, donc élevage en ce qui nous concerne, une part de l'aliment qui représente 42% de l'impact agriculture. Alors, si on veut réduire pour la viande notre impact carbone, on va suivre les deux voies qu'a cité Clément, finalement. C'est la réduction ou la sobriété énergétique, en tout cas, c'est l'énergie qui est ciblée, et les flux de frigorigène. Nous menons au sein de Célène une enquête tous les 2 ans auprès des entreprises représentatives du secteur, en essayant de distinguer les données par espèce, pas toujours possible, mais on arrive à un chiffre de 538 kWh d'énergie utilisée par tonne de carcasse traitée. Et vous voyez qu'il y a une différence à droite entre le porc et le bovin, notamment due au fait que le porc est plus homogène que le bovin, et on peut mieux automatiser les sites. Les sites sont plus productifs, plus intensifs sur le porc. On a une consommation d'énergie de 300-325 kWh par tonne de carcasse. Ce chiffre ne change pas d'une année sur l'autre, et en fait, on s'est aperçu que sur une dizaine d'années, il n'était pas modifié, et qui peut laisser croire qu'il n'y a pas d'amélioration dans le secteur industriel, dans le secteur de l'abattage, ce qui est faux. Il y a bien, on l'a vu hein, avec les exemples de la Coperle, une trajectoire de sobriété énergétique, d'amélioration de la consommation énergétique, mais c'est compensé par un développement de la valorisation de la carcasse. Plus on valorise la carcasse, et c'est là qu'on trouve de la valeur ajoutée, plus on va utiliser d'ateliers supplémentaires, et donc augmenter la consommation d'énergie. Bon, pour autant, on garde quand même cet indicateur parce que vous le verrez, par exemple, il peut être utile pour être comparé à nos voisins, nos concurrents et amis espagnols, danois, allemands ou autres. Dans le cadre, là, ce que je montre, c'est un tableau qui est issu du projet de Bref Abattoir. Vous savez que tous les 10 ans à peu près, on revoit le recueil des meilleures techniques disponibles appliquées aux activités les plus impactantes sur l'environnement. Il y a eu l'élevage il y a quelques années, il y a les abattoirs depuis 2-3 ans, et on aura une publication de ce Bref à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine probablement. Et dans ce cadre, c'est inédit. En fait, la Commission européenne souhaite imposer des valeurs limites de consommation d'énergie. Et pour le porc, on aurait sur donc un type d'installation qui serait abattoir, découpe, transformation, on aurait une valeur limite à 370 kWh par tonne de carcasse de porc traitée. Donc c'est assez similaire finalement à la moyenne à laquelle on est arrivé, 320 en France. Donc on est dans les purs, mais encore une fois, ça c'est une valeur limite, alors que moi je vous parle d'une moyenne, donc il y a quand même une dispersion autour de la moyenne. Mais
pour dire que nous ne sommes pas plus consommateurs que nos voisins européens. Ça veut dire aussi que si ce chiffre-là a été validé, c'est pas encore décidé, ce serait l'orientation à suivre pour les 10 prochaines années, puisque la révision est tous les 10 ans. Ça veut dire que, on a une pression réglementaire, hein, pour réduire notre consommation d'énergie, mais il y en a une autre, qui est apparue, cette année de manière très prégnante, hein, c'est, la pression économique avec un prix de l'énergie qui a, explosé, hein. Vous voyez, pour l'électricité, en une année, le prix a augmenté de 800. Pour le gaz, aussi 800%, on arrive à 180 € le mégawattheure là, début septembre. C'est évidemment conjoncturel, mais vous voyez que la tendance, elle est quand même à la hausse depuis une année. Ce qui veut dire que ce surcoût, là, aujourd'hui, si on le rapporte aux consommations d'énergie qu'on a identifiées au début, correspond à une augmentation en fait, une évaluation de ce surcoût équivalent à 13 à 15 € par tonne de carcasse. 13 centimes à 15 centimes par kilo de carcasse, qui serait à répercuter sur le secteur aval, sur le consommateur. C'est un surcoût lié à l'augmentation de l'énergie qui va sans doute être répercuté, hein, c'est indispensable. Mais ce qui veut dire que ce surcoût, il aurait été mieux employé à améliorer en fait les équipements dans l'industrie. Donc il y a un budget en fait. Maintenant, on peut considérer qu'il y a un budget pour améliorer l'efficacité énergétique qui permettrait d'éviter d'avoir des surcoûts à payer. Alors, juste sur ce point-là, aujourd'hui, on a des aides d'État sur le coût de l'électricité et du gaz, mais qui sont peu adaptées à notre secteur. Il faudrait que ce coût corresponde à 3% de notre chiffre d'affaires, mais vous savez qu'on dans le secteur de l'abattage, les coûts de la main-d'œuvre et de l'achat de la matière première, hein, sont prédominants et on n'est pas sûr qu'on arrive à ce ratio et donc qu'on puisse accéder aux aides, malheureusement. Dans ce contexte-là, donc de contraintes réglementaires et économiques, on doit engager des actions sur 2 axes prioritairement, hein, la sobriété énergétique et l'autoproduction, dont a parlé Clément. Effectivement, aujourd'hui, quand on fait quand on interroge les entreprises, on n'a pas d'exemples, beaucoup d'exemples de pose de panneaux solaires. L'autoproduction la plus facile à mettre en œuvre, hein, parce que les temps de retour sur investissement étaient jusqu'à présent bien trop longs. Et on voit qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises maintenant font des estimations de ce que peut coûter et rapporter la pose de panneaux solaires sur les 3 sites qui s'y prêtent, hein, c'est-à-dire les toitures quand c'est possible, les ombrières de parking et les sols en friche, hein, les sols non utilisés, de manière à produire de l'électricité qui viendrait en déduction de l'électricité qui est prise sur le réseau. Clément parlait d'une couverture des besoins de 10 à 20%. Je n'ai pas les chiffres encore pour corroborer ce constat fait sur la Coperne au niveau national, mais on est en train de s'y employer. Concernant la sobriété, donc on a une volonté du ministère d'imposer une sobriété de 10% sur enfin une réduction en fait de la consommation d'énergie de 10% sur les 2 ans, hein. Donc tout à l'heure on disait, hein, la stratégie bas carbone, c'est 30% d'énergie, d'émissions de carbone en moins en 10 ans. Et là, rien qu'en 2 ans, on devrait réduire la consommation d'énergie de 10%. C'est très ambitieux. Alors, beaucoup de choses ont été faites, hein, ça a été cité, particulièrement ce qui est répandu dans les entreprises, c'est la récupération d'énergie, donc sur les compresseurs ou les condenseurs, donc tout ce qui fait du chaud, donc on récupère cette chaleur pour chauffer de l'eau.
ou préchauffer de l'eau qui est stockée. Et on a à peu près les 2 tiers des entreprises qui pratiquent en fait cette récupération d'énergie et qui produit de l'eau chaude à 30 ou 45 degrés, donc qui est déjà préchauffée, donc qui permet d'économiser de l'énergie pour la montée à 50 ou 80 degrés en fonction des applications. Ça représente 11% de l'eau consommée euh, dans l'entreprise. L'autre point qui a été développé par Clément, donc je ne développe pas particulièrement, mais on a les fluides frigorigènes, vous voyez, c'est les 6,7 des kilos d'équivalent CO2 par tonne de carcasse qui sont à additionner en fait aux équivalents CO2 de l'énergie. Et sur le porc, par exemple, on est à 38 équivalents CO2 par tonne de porc produit. Et à cela, il faut ajouter les émissions de CO2 liées aux fluides frigorigènes qui sont sur les sites de production. On arrive là à un chiffre de 20%. Donc, tout à l'heure, Clément disait que chez lui, c'était 10%. Donc c'est une moyenne. Et l'axe de progrès, c'est de effectivement changer les fluides, passer à des fluides naturels, ammoniac ou CO2. Alors, c'est un peu paradoxal de dire qu'on va utiliser du CO2 pour réduire les émissions de CO2, mais c'est que le CO2 a un facteur d'émission de 1 lorsque, par exemple, le R404A, qui est un HFC largement répandu dans les entreprises, a un facteur d'émission de 3500. Donc, c'est bien cette comparaison qu'il faut avoir en tête. Euh, on pourrait effectivement envisager d'arriver carrément à zéro par l'utilisation d'ammoniac, mais si on ne l'a pas fait, c'est un peu là, un chiffre en 30 bleus. Si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on a mené ces dernières années une action emblématique qui est masquée justement par cette nouvelle problématique des émissions de gaz à effet de serre. C'est que entre 2010 et 2015, on a supprimé de nos groupes froids les fluides frigorigènes qui avaient un impact sur la couche d'ozone, les HCFC, ceux qui avaient des composantes chlorées, le R22, le fréon, pour parler plus précisément. Et ce fréon a été définitivement supprimé des circuits de froid et remplacé par des fluides qui, on ne le savait pas à l'époque, avaient un pouvoir de réchauffement climatique important. Et donc, il faut maintenant mener encore un nouveau travail de substitution vers l'ammoniac, le CO2 et les HFO éventuellement lorsqu'ils sont disponibles. Donc, ce travail voilà, sur les 10 ou 20% des émissions de CO2 par tonne de carcasse va être mené et on va pouvoir le réduire à zéro ou pratiquement à zéro, hein. Donc, on va pouvoir répondre à un des objectifs posés par la stratégie bas carbone. Pour l'énergie, effectivement, on va mener les actions de sobriété et d'autoproduction. Cependant, je reviens sur cette répartition là qu'on a vue au départ, hein, de la responsabilité des différents secteurs dans ces émissions de gaz à effet de serre. L'industrie correspond à une fraction faible finalement de l'ensemble de ces émissions sur l'ensemble du cycle de vie du produit, ce qui fait que même si on réduit de 100%, si rien n'est fait sur les autres secteurs, ça ne réduira pas énormément finalement notre impact. Donc c'est bien sur l'ensemble des secteurs qu'il faut agir pour réduire l'impact de la viande, hein. Je reviens là au produit, en rapportant au produit et non plus en parlant par secteur, parce que nous attendons l'année prochaine peut-être la publication d'une démarche obligatoire d'affichage des impacts environnementaux sur les produits. Donc on affichera les produits et le consommateur sera donc le juge de paix des produits qu'il achètera. Et donc, il va privilégier, ou pas, on le verra, hein, ceux qui auront l'impact le plus faible. Donc, il faudra bien partir de la consommation et remonter sur l'ensemble du secteur.
ce qui est difficile, c'est qu'on l'a vu, hein, si vous avez suivi les différentes interventions, les différentes matinales de l'IFIP, vous avez vu que on avait des solutions, mais qui nécessitaient du temps pour leur mise en œuvre. On voit là qu'on a un impact de 9,5 kg d'équivalent CO2 pour une côte de porc, mais un cœur de porc, par exemple, ce sera 1,9. Et cette différence vient du fait que on répartit en fait le carbone émis par l'industrie sur les différents produits et coproduits selon une allocation économique. Alors, je dis deux mots sur ce point-là parce que ça me permet d'introduire ensuite la partie sur les sous-produits animaux. Quand on répartit le carbone en fonction de la masse de l'animal, on prend les différents coproduits, différents produits, c'est-à-dire la viande et les coproduits, par exemple les os ou la graisse, et on répartit en fonction de cette masse, hein. La viande, c'est 60% à peu près du porc, le reste, c'est 40%. Alors que si on répartit en fonction de la valeur économique de chacune des parties des animaux, étant donné que les coproduits ont une valeur plus faible que la viande, eh bien, on concentre le carbone sur la viande. C'est pour ça qu'on a une viande avec un fort impact euh, carbone, 9,73, pardon, 5, oui, à peu près 9 par rapport à 2,73 de l'animal vif. Mais donc, ça veut dire que si c'est économique, il va falloir s'attacher à mieux valoriser les produits et les coproduits. Par exemple, limiter les saisies sanitaires en abattoir. Et donc, pour ça, il faut améliorer la connaissance des pratiques d'élevage, communiquer avec les éleveurs pour éviter, par exemple, d'avoir de la douve dans le foie, pour éviter d'avoir à saisir le foie. Donc, ça initie une démarche de communication qui existe déjà, hein, mais amplifier cette communication pour éviter d'avoir des saisies sanitaires. Et aussi, ça nous oblige à mieux valoriser les coproduits. Là, je vous montre le diagramme du CIFCO sur l'ensemble des coproduits qui sont produits en France, donc toute espèce confondue. On a à peu près 3 millions de tonnes de coproduits générés par l'industrie de la viande, hein, à comparer aux 5 millions de tonnes de carcasses, hein. Vous voyez que c'est assez considérable, et ces coproduits sont valorisés quand ils sont à risque sanitaire, soit en biocarburant, et quand ils ne présentent pas de risque sanitaire, essentiellement, vous voyez, en pet food pour les PAT ou en éolochimie et en biodiesel pour les graisses animales. Eh bien, ces points-là peuvent être aussi améliorés. On a par exemple une évolution emblématique l'année dernière avec l'autorisation pardon, des PAT de porc et de volaille en alimentation animale. Aujourd'hui, elles étaient autorisées uniquement en aquaculture. Eh bien, on va pouvoir les utiliser en alimentation animale, en alimentation des volailles, hein, s'agissant des PAT de porc. Dans l'une des matinales, Didier Gaudret nous disait que pour l'alimentation animale, il sera difficile d'utiliser des PAT de volaille parce qu'elles sont déjà utilisées. Mais en revanche, on pourrait mieux valoriser les PAT de porc, même si elles sont aussi utilisées en pet food. On pourrait en tout cas leur redonner une valeur économique. Au-delà de ça, on a des, 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 des sous-produits animaux à haute valeur ajoutée qui sont valorisés principalement en opothérapie, en pharmacie. La muqueuse intestinale du porc pour l'héparine, le pancréas pour la fabrication d'insuline. On peut avoir aussi des propriétés physiques, hein, de certains abats, le cœur, les poumons, qui ont des propriétés émulsifiantes, coagulantes. Tout cela mériterait d'être
mieux valorisé, en tout cas que l'industrie autour de ça soit organisée, parce que souvent c'est des coûts particuliers, c'est des pratiques bilatérales qui sont mises en place. Donc on peut travailler sur cette amélioration de la valorisation de ces coproduits, de manière à mettre plus de marchés à haute valeur ajoutée, plus de produits à haute valeur ajoutée sur le marché, et donc rééquilibrer la répartition de ce carbone entre les produits et les coproduits. Voilà pour les deux axes, pardon. Voilà pour les deux axes sous-produits animaux et consommation d'énergie. Merci Christophe.